Bien, donc merci à toutes et tous d'être présents à cette conférence de presse du groupe de la France Insoumise pour répondre aux annonces faites ce matin sur la réforme constitutionnelle, annonce qui avait été déjà largement annoncée dans la presse, et une fois de plus, on constate que les journalistes sont souvent bien mieux informés que les parlementaires dans ce pays. Donc cette énième réforme de la Constitution, la 25e depuis son élaboration en 1958, est un rafistolage supplémentaire d'une Constitution archaïque, une Constitution antidémocratique et une Constitution qui sacralise la monarchie présidentielle. Cette réforme constitutionnelle vise donc à revenir aux sources, nous dit le gouvernement de la Constitution de 1958, c'est-à-dire réellement la monarchie présidentielle et l'autorité absolue du président de la République et l'abaissement, une fois de plus, du Parlement, des députés et des sénateurs. Si nous sommes d'accord pour des réformes constitutionnelles, il faut aller jusqu'au bout. La Constitution, c'est la règle commune. C'est ce qui fait que le peuple dans notre République existe, parce que le peuple, c'est l'Assemblée des citoyens unis dans un projet politique commun, la République, et c'est au peuple de fonder les bases de cette République, c'est au peuple de se refonder lui-même en refondant une nouvelle République, c'est-à-dire que de réforme constitutionnelle digne de ce nom n'est possible que grâce à une Assemblée constituante, et force est de constater que ce n'est pas le choix du gouvernement qui, une fois de plus, préfère les petits arrangements politiciens entre amis, avec la volonté d'obtenir la majorité des 2/3 du Sénat et de l'Assemblée nationale pour faire cette réforme dans le dos des peuples. Et donc, quand on parle de réforme constitutionnelle, quand on le fait dans le dos du peuple, on le fait souvent contre le peuple. Les principales mesures confirment cette analyse. La réduction du nombre des parlementaires. C'est clairement une menace sur le pluralisme politique, car quand on veut retirer 30% des parlementaires, quand on insère une dose minime de proportionnel, c'est clairement les forces d'opposition qui vont voir leur nombre d'élus diminuer au sein de l'Assemblée nationale et plus précisément les départements les plus peuplés, les départements les plus urbains, les banlieues, notamment la banlieue parisienne. Et donc, évidemment, c'est la représentation des catégories sociales les plus défavorisées qui se verront sanctionnées par un nombre de députés plus faible les représentant. Donc, on a clairement là, avec cette diminution du nombre des parlementaires, une attaque contre l'opposition, mais également une attaque contre le Parlement, parce que les Français, avec leur nombre de députés tel qu'ils seraient dans cette réforme, seraient le peuple le moins représenté d'Europe, à part la Russie. C'est-à-dire que le nombre d'habitants par député serait le plus fort en France, à part la Russie. Est-ce que vraiment la Russie de M. Poutine est le modèle d'Emmanuel Macron? Nous souhaitons que cela ne soit pas le cas et donc qu'il faut revenir sur cette baisse prévue du nombre des parlementaires. Sur la proportionnelle, 15% seulement, 61 sièges aux élections législatives. Donc c'est-à-dire qu'un parti qui représente 15% des voix n'aurait droit qu'à 9 sièges, même pas ce qui serait nécessaire pour former un groupe parlementaire. De la même manière, la baisse du nombre des sénateurs entraînerait la disparition dans énormément de départements du scrutin proportionnel. Vous savez que dans certains départements au Sénat, il s'agit d'un scrutin majoritaire, dans d'autres, un scrutin proportionnel. La baisse du nombre des sénateurs ferait diminuer le nombre de sénateurs élus à la proportionnelle. Et donc, au final, nous pourrions nous retrouver avec moins de parlementaires élus à la proportionnelle avec cette réforme qu'avant la réforme. Sur le cumul des mandats, le non-cumul sur 3 mandats, cela est trop long. Nous souhaitons, nous, un non-cumul sur 2 mandats et surtout, tel qu'il est rédigé, c'est une mesure qui rentrerait en vigueur pour les députés en 2037. Donc nous ne sommes pas prêts d'en voir le début du commencement. Je ne rentrerai pas non plus dans les modifications cosmétiques
sur le rôle des anciens présidents dans le Conseil constitutionnel, sur la question, sur le problème majeur du Conseil constitutionnel qui n'est pas réglé, parce que seul le président et le président des deux chambres nomment des membres. Mais ce qu'il faut aussi constater, c'est que cette réforme de la Constitution ne permet et n'avance aucun réel progrès démocratique. Il n'y a pas de nouveaux droits démocratiques. Aucun droit fondamental ne serait inscrit dans la Constitution avec la réforme telle qu'elle est prévue. Rien sur l'IVG, rien sur le droit de mourir dans la dignité, qui devrait être inscrit dans la Constitution comme des droits fondamentaux. Rien sur le droit de révoquer des élus, rien sur les référendums d'initiative citoyenne, rien sur la reconnaissance du vote blanc. Donc on est vraiment dans un archaïsme, dans la volonté de revenir aux origines de la Ve République, une vision obsolète, autoritaire, monarchique et sans aucun contrôle, tant parlementaire que de la société civile, sur le pouvoir exécutif. C'est clairement une vision à l'opposé de tout ce que la France insoumise a pu promouvoir comme réforme constitutionnelle pendant sa campagne présidentielle et sa campagne législative au sein de son programme L'Avenir en commun. C'est clairement la monarchie parlementaire, la monarchie présidentielle qui perdure et l'absence, en fait, réellement du peuple dans ce jeu démocratique qui n'aura plus de démocratique que le nom. Et donc c'est pour cela que nous proposerons de nombreux amendements pour réformer les institutions dans le bon sens, mais surtout et au préalable la demande d'une convocation d'une assemblée constituante. Et je vais donner la parole aux autres membres du groupe qui sont présents s'ils veulent ajouter des choses, et puis après nous répondrons aux questions. Merci à tous. Juste dire effectivement, dans le sillage de ce que vient de dire mon collègue Bastien Lachaud, qu'on a un diagnostic très clair sur le fait qu'on voit que d'élection en élection, le consentement du peuple français à la règle de la vie démocratique et à ses institutions est entamé. Nous en voulons pour preuve l'abstention criante, un océan d'abstention à mesure que nous avançons. Et on ne pourra pas continuer, nous, en tant que responsables politiques, et j'inclus là tous les groupes, quelle que soit leur appartenance politique, à faire semblant que d'une élection à l'autre, tout peut recommencer. Et c'est aussi cette cohérence qui nous a fait, par exemple, réaliser pendant nos campagnes, de grandes campagnes d'inscription sur les listes électorales, comme vous avez pu le voir. Alors parfois avec des bouts de ficelle, et ce n'est pas toujours très simple, mais en réalité c'est une absolue nécessité. Le peuple français ne consent plus à la règle du jeu, on voit mal comment du coup il pourrait davantage y consentir si cette nouvelle règle du jeu est définie par les députés, pour les députés, ou par l'exécutif pour le Parlement. D'autant plus quand on voit la conception assez étriquée qu'ont du débat démocratique certains de nos collègues de la majorité. Moi je reprends souvent cet exemple. D'une fois, on a vu surgir un collègue de La République En Marche en pleine nuit pour dire « mais je ne comprends pas pourquoi on débat autant de temps, autant d'heures sur ce texte. Il y a eu une élection, non, elle a tranché les choses, le programme a été voté, donc on peut avancer. » Donc on a presque envie de leur dire « mais quand vous dites diminuer de 30% le nombre de parlementaires, pourquoi 30 ? Pourquoi pas 40 ? Pourquoi pas 60 ? Et pourquoi pas même fermer l'Assemblée nationale tant qu'on y est ? Quel est l'objectif réel ? Est-ce que c'est simplement d'avoir une vision aussi de coût, une vision purement budgétaire sur le fonctionnement démocratique de notre pays ? Oui, tout coûte cher. Oui, la démocratie, ça coûte cher, comme plein d'autres choses. La question est de savoir si on en a besoin. Et oui, nous en avons besoin. Donc nous disons effectivement que nous voulons quelque chose d'ambitieux. Et non pas quelque chose qui prétend l'être, comme c'est le cas, avec simplement pour objectif d'étriquer un peu plus le rôle du Parlement, parce que c'est bien ça qui est en cause. Donc nous avons besoin de permettre au peuple lui-même de redéfinir la règle du jeu. Le peuple ne veut pas simplement être consulté sur des règles définies par d'autres que lui. Donc ça a été très bien décrit. Donc nous opposons fermement à cette réforme et nous alertons y compris les Françaises et les Français. Puisqu'on l'a vu dans d'autres sujets, c'est le cas notamment dans les conflits sociaux que nous avons, je pense à la SNCF. Il y a la tentation de surfer parfois un peu sur la manière de créer l'opinion pour faire en sorte que le climat soit favorable à telle ou telle réforme. C'est clair que si on passait autant de temps que certains éditorialistes à parler réellement du fond de la réforme de la SNCF, je ne suis pas sûr que l'opinion en serait à ce niveau aujourd'hui dans son soutien ou pas à la grève.
Hein, laissez-nous sur les plateaux télé expliquer le fond de la réforme, vous allez voir que l'opinion va vite être changée. Mais de la même manière, sur la question de la réforme institutionnelle, c'est clair que si la question qui est posée est presque à demi-mot, est-ce que ces parlementaires finalement trop nombreux, qui coûtent trop cher, si on vous propose d'en diminuer le nombre, est-ce que vous êtes d'accord? Évidemment qu'à la question posée, vous allez avoir une écrasante majorité de oui. Par contre, si on passe son temps à expliquer que ça va être effectivement l'éloignement des élus, des citoyens, que ça va être plus compliqué, on voit certains collègues, ce qui n'est pas pour le coup notre cas, en tout cas pas ici je crois, on est dans des circonscriptions plutôt urbaines, ça a été dit, où il y a encore une possibilité d'être assez proche des citoyens. Mais nos collègues qui ont 40, parfois 50 communes à suivre, demain qu'est-ce que ça va être? Donc on voit bien en réalité qu'on est là dans quelque chose qui est absolument fallacieux. Non, cette réforme ne va pas améliorer la vie institutionnelle dans le pays, c'est même tout le contraire. Et nous avons d'urgence besoin de remettre sur la table la proposition d'une assemblée constituante et dans des termes que nous avions précisés. C'est de dire que cette assemblée devrait être composée de gens qui n'ont pas été élus avant, dans le cadre institutionnel précédent, et qui ne seraient pas élus ensuite, de manière aussi à se garder de tout conflit d'intérêts. C'est dire à quel point nous sommes attachés à l'idée que ce n'est pas à ceux qui ont à subir les règles de les définir eux-mêmes. C'est bien au peuple de définir la règle démocratique. Juste un petit mot. Juste un tout petit mot parce que j'ai très envie d'entendre Clémentine après parce que j'ai raté la fin des travaux, mais je poursuivrai tout à l'heure. Non, pour dire, moi je me sens un peu lésé dans toute cette histoire parce que j'ai participé, comme certains autres de mes collègues, vous savez, au groupe de travail sur la réforme de l'Assemblée nationale. Et notre première mission dans ces 7 groupes de travail, ça a été de définir des points qui pouvaient être dans la réforme constitutionnelle. Moi, j'étais sur démocratie participative numérique. Il y avait plein de propositions sympathiques, hein. Droit d'amendement citoyen, par exemple. Dans le travail en commission, qu'il puisse y avoir des amendements des citoyens. Droit d'avoir une question orale. Et donc, il y avait des modifications constitutionnelles qui étaient proposées liées à ça pour pouvoir les permettre dans les modifications du règlement. Vous croyez qu'il y a quelque chose de tout ce travail qui est arrivé? Non. Mais c'est la même concertation qu'on inflige à tous les corps constitués. C'est la même concertation qu'on a infligée aux magistrats, c'est la même concertation qu'on inflige aux syndicats. Dire ah oui, travaillez, mettez-vous dans une pièce. De toute façon, on s'en fiche. Le texte final, il est déjà rédigé et c'est celui-là qui passera. Voilà, encore une fois, les méthodes de Rugy, La République En Marche, Philippe, Macron, qui sont toujours les mêmes, aussi abjectes vis-à-vis du collectif et de la discussion collective. Et puis aussi, ce texte, c'est quand même le démantèlement de la République une et indivisible. Pourquoi prennent-ils autant de précautions dans l'exposé des motifs pour dire qu'on va permettre de modifier par-ci, par-là les compétences des collectivités territoriales, mais surtout, on ne remet pas en cause la République une et indivisible. Avoir besoin de se justifier autant, à mon avis, c'est suspect. Qu'est-ce que vous préférez ? On prend les questions sur... On va peut-être prendre les questions sur cette thématique et puis on passe à la deuxième... Oui, et on passe à la deuxième proposition de loi sur les violences faites aux femmes, enfin, les violences sexuelles et sexistes. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, on passe tout de suite à la suite. Vas-y. Juste dire une chose. On parle dans le texte d'accélération de la procédure législative. Bon, déjà, pour nous qui sommes au cœur de celle-ci tous les jours, on trouve que c'est déjà bien accéléré. Hein, première chose. Mais par ailleurs, on peut parfois se poser la question de ce qu'il verrait par cette accélération. Et on avait entendu une des hypothèses, vous l'avez entendu vous aussi, que des lois soient votées non plus en séance plénière, mais directement en commission. Parce que c'est vrai, et après tout, celles et ceux qui parfois fustigent le populisme, là, devraient s'interroger sur ce qui n'est pas du populisme, mais de la pure démagogie de la part du gouvernement, qui consiste à dire, bah oui, après tout, c'est quand même ridicule de lire 2 fois un texte et d'avoir le même vote en plus. Parce que franchement, comme de toute façon, il y a tellement peu de débats dans cette assemblée en réalité, et que tout le monde campe sur ses positions de vote, il y a peu de chances qu'un texte en commission ait un vote différent en séance plénière. Juste sur un point que nous avions, sur lequel nous avions bataillé, sur la pêche électrique par exemple. Au Parlement européen, sachez que le vote qui a été le premier vote en commission a été ensuite désavoué en plénière. C'est bien la preuve qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait une deuxième lecture et à ce que, dans l'idéal d'un débat démocratique, et on en est loin aujourd'hui, eh bien, entre le débat en commission et le débat en séance plénière, eh bien, les uns et les autres puissent, oui, tenter de se convaincre, discuter, échanger. Et en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé. Si on appliquait cette hypothèse à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les règles qu'ils veulent, pardon, c'est l'inverse. Si on appliquait les hypothèses qu'ils voudraient a priori mettre en place pour l'Assemblée nationale au Parlement européen,
à cette heure, la pratique de la pêche électrique, son autorisation serait pérennisée. D'où l'intérêt d'un débat démocratique, et y compris en 2 temps. Sans transition, encore que, on pourrait en faire une, parce que là, il se trouve qu'un texte a été retardé, celui de la loi qui vise à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, qui devait passer il y a plusieurs mois, mais le calendrier a été modifié pour éviter que le gouvernement ne soit décrédibilisé, puisque c'était au moment où les cas Darmanin et Hulot se présentaient. Donc on a pris un petit peu de retard, mais qu'importe le retard, si j'ose dire, là, la question centrale, c'est qu'on a le sentiment que la montagne, c'est-à-dire la montagne, c'était à la fois le mouvement MeToo et des paroles d'accompagnement de la ministre et du gouvernement, si j'ose dire, saluant la libération de la parole. Eh bien, cette montagne a accouché d'une toute petite, mais alors vraiment toute petite souris, parce que cette loi ne répond en rien aux besoins des victimes tels que ces besoins ont émergé, se sont exprimés au moment du déferlement de la parole. On aurait dû, à la place d'avoir cette loi de 4 articles qui vise à sanctionner, en fait à améliorer, voire à détériorer, j'y reviendrai tout à l'heure, le cadre actuel des sanctions et des droits des victimes, mais on n'a absolument rien qui permet d'accompagner les victimes, qui permet de prévenir et qui finalement prendrait en considération l'ensemble de la question, puisque les violences sexistes et sexuelles ne sont que le point ultime, l'étape ultime, l'acmé de la domination masculine. Et le projet de loi ne prend aucunement en considération cette affaire-là. Et donc, elle ne va pas répondre à la question qui nous est posée, qui est qu'aujourd'hui, on a moins de 9% des victimes qui portent plainte, ce qui est quand même rien. Donc, on peut durcir la loi, mais si les victimes ne portent pas plus plainte, vous voyez bien qu'on aura toujours un problème à ce que justice soit faite. On a simplement 1% des viols qui débouchent sur une condamnation. On a 70% des plaintes qui sont aujourd'hui classées sans suite. Donc, quand vous voyez le peu de plaintes, ça explique le 1% au final. Et on a 80% des procédures qui sont mal vécues par les victimes, on le comprend, et 60% des plaintes qui sont refusées ou découragées dans les commissariats. Et peut-être avez-vous vu récemment une association qui a rendu public 500 situations concrètes de dépôt de plainte, et honnêtement, ça fait froid dans le dos, et on se dit qu'en effet, il y a beaucoup à faire. Donc, le gouvernement aurait dû prendre la mesure de ce problème et faire une loi cadre, c'est-à-dire une loi qui donne les moyens à la justice de fonctionner, à la police d'être formée, aux associations de pouvoir accompagner, à l'éducation de faire son travail. Et aujourd'hui, on est face à 4 articles qui sont déconnectés du cœur du problème auquel le gouvernement ne répond pas. Alors on a d'abord un exposé des motifs qui est particulièrement indigent. Je ne peux pas utiliser un autre terme parce que l'exposé des motifs est lamentable. D'ailleurs, vous y trouvez, comme dans le texte, le terme même d'abus sexuels. Il me semblait quand même qu'il n'était pas utile d'entendre très longuement les associations féministes pour savoir que ce terme-là, abusé, ne correspond pas à la qualification de violence sexuelle. On le sait depuis un moment, mais il semble que Marlène Schiappa n'a pas pris le temps de rencontrer les associations féministes, donc elle a travaillé dans l'urgence et sans aucune concertation. Et surtout, cet exposé des motifs indique qu'il n'y a aucune insertion du problème dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'on ne nous parle que des cas précis sans prendre en considération le fait que c'est un fait social qui a une histoire et qui est lié au mécanisme du rapport de domination d'un sexe sur l'autre. Et s'il y avait cette entrée politique, la seule qui permet de sortir de ces violences, alors on aurait eu une toute autre loi. On aurait eu une loi qui aurait dit il faut qu'à l'école, on ait des modules qui permettent de sensibiliser les jeunes aux stéréotypes sexistes et à les déconstruire. Et on aurait eu une loi qui, par exemple, aurait aussi lutté contre les inégalités professionnelles. Parce que si vous ne luttez pas contre les inégalités professionnelles, vous avez toujours un rapport de domination qui favorise le harcèlement sexuel au travail, par exemple. Si vous supprimez les CHSCT comme ça a malheureusement été fait par de précédentes lois. Vous avez moins d'outils pour permettre aux femmes de parler et donc d'accompagner ensuite des processus pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ce texte ne parle pas
violences sexuelles et sexistes, de la traite des êtres humains, des mariages forcés, des mutilations sexuelles. Elle ne prend pas en considération l'enjeu des médias, des publicités sexistes, de la représentation des femmes, qui est décisive. Quand vous avez, pour vendre la moindre voiture ou, je sais pas, ou chaîne de télé, besoin de mettre le corps nu d'une femme, vous voyez bien que ça participe à rendre les femmes dans l'espace public, le corps des femmes, à les rendre tout simplement représentés comme des objets et non pas comme des sujets. Donc tout ce travail de prévention est décisif si on veut lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il n'est aucunement pris en charge dans cette loi qui n'est pas une loi cadre. De la même manière, rien sur le traitement des violeurs. On sait que les violeurs en prison, franchement, le résultat n'est pas très probant. Je ne dis pas qu'on a aujourd'hui toutes les clés pour savoir comment bien traiter les auteurs de viols et d'agressions sexuelles, mais le minimum, c'est au moins de s'y intéresser et d'expérimenter, puisqu'aujourd'hui, on sait que ça ne fonctionne pas et que la récidive est très importante. Les moyens, ne sont pas là. Je voudrais quand même rappeler qu'au moment où le mouvement MeToo est arrivé, il y a eu un déferlement de parole. Et vous vous souvenez qu'une association comme la VFT, l'association qui s'occupe des violences des femmes faites au travail, a dû arrêter sa permanence téléphonique parce que le flot d'appels était tellement grand que l'association n'avait plus les moyens humains pour pouvoir répondre aux appels des femmes. C'est ça, très concrètement. Je veux dire, accompagner les femmes, c'est concret. Donc, il faut des moyens pour permettre tout cet accompagnement et pour que cette libération de la parole se traduise en plainte et plaintes qui se traduisent ensuite en condamnation. Les moyens, il faut en parler, et j'en dis deux mots, juste qu'on ait quelques échelles, et je fais la comparaison avec l'Espagne parce qu'elle me paraît assez probante. En Espagne, vous savez qu'il y a eu une loi en 2004 et qui était justement une loi cadre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et en dépit des cures d'austérité qu'il y a eu en Espagne très fortes, qui ont fait diminuer le budget, on sait qu'en Espagne, on a 0,54 € par habitant dépensés pour lutter contre les violences faites aux femmes, alors qu'en France, c'est 0,33 € par habitant en France. Et que le budget des droits des femmes en France, je ne sais pas si vous savez de combien il est, mais vous qui êtes de l'AFP en particulier, je vous regarde, notez-le bien, ça va faire réagir dans les chaumières. Le budget des droits des femmes en France est de 0,0066% du budget de la France. Donc quand j'ai entendu Madame Schiappa nous rappeler encore ce matin que la lutte contre les violences faites aux femmes était, tenez-vous bien, une priorité nationale, grande priorité du quinquennat, et qu'on en est à ces clous budgétaires inchangés dans le budget 2018 qui a bien été pensé par ce gouvernement, je me dis qu'on peut ensuite s'empailler, et on va le faire, sur le contenu des 4 articles, mais la première bataille que nous allons mener, c'est la bataille pour ne pas s'empailler sur ces 4 articles prioritairement, mais pour dénoncer le fait que ce gouvernement ne répond pas aux besoins des victimes de violences. Vraiment pas. Alors sur les articles, le fond, c'est un peu édifiant. D'ailleurs, c'est tellement édifiant que ce matin, en commission, Marlène Schiappa était là. Elle a écouté les interventions des différents représentants des groupes. Et moi, j'avais jamais vu ça, mais peut-être vous avez vu ça dans d'autres commissions. Nous avons parlé et ensuite, nous sommes passés directement aux amendements. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu le droit de réponse de la ministre à nos interpellations, ce qui est quand même assez rare. Bon. Les 4 articles, donc je dis, il y a parfois des choses qui sont d'ailleurs demandées depuis longtemps par les mouvements féministes, comme par exemple l'extension du dépôt de plainte pour passer de 20 ans à 30 ans. C'est limité dans la loi là aux mineurs. Nous plaidons pour que cela puisse être aussi le cas pour les victimes majeures. Mais je dirais que ça, voilà, c'est un point qui est un point plutôt positif. Pour le reste, vous avez des rédactions, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce qu'il faudrait rentrer dans le détail, mais qui sont parfois assez assommantes. Et encore ce matin, nous avons eu un petit débat sur, par exemple, le terme d'abus, puisqu'il est repris. Donc, on a fait une proposition de modification et La République En Marche propose de remplacer abus par infraction. Donc, vous avez eu un débat là-dessus. Nous plaidions plutôt pour, par exemple, violence sexuelle, ce qui est quand même un peu plus clair. Mais il semble que dès que ça ne vient pas de la majorité, tout amendement semble être de façon un peu partisan et pas très, dogmatique, bien sûr, on peut le dire, tout à fait dogmatique, refusé. Donc des bouts d'amendements qui sont quand même assez mal rédigés, on y reviendra. Et sur le harcèlement de rue, l'intention est louable. Alors après, quand on va dans le détail de la rédaction des articles, je vous assure, c'est ni fait ni à faire. Et il y a des manques très importants, puisque notamment la question du consentement n'est pas notifiée dans la définition du viol, ce que nous voulions faire, que nous parlons maintenant d'outrage sexiste et que nous aimerions que l'on parle d'agissement sexiste. Donc il y a tout un enjeu sur les termes qui est important.
et sur lequel on va se battre, mais qui montre que le gouvernement a agi quand même très rapidement, sans consultation de tous les secteurs qui luttent concrètement sur ce terrain. Et on a l'impression que c'est un texte ni fait ni à faire, qui vise tout simplement à dire aux Français « oui, oui, on s'en occupe, regardez, on a fait une loi », mais que cette loi ne permettra pas d'améliorer. Et voire, elle peut même détériorer les choses, parce qu'il y a 2 endroits, en fait, où on a un risque de déclassement juridique du harcèlement sexuel ou carrément de correctionnalisation accrue des viols qui doivent être, selon nous, et on y insiste, être jugés devant les assises et qui pourraient se trouver, par des éléments de ce texte de loi, davantage correctionnalisés qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui. Et sur le harcèlement, même topo, il y a une introduction de nouvelle infraction qui fait qu'on risque d'avoir des situations de harcèlement qui sont finalement déclassées juridiquement. Donc ça fait une bataille qui va être une bataille politique. J'entendais ce matin en commission plusieurs députés insistant sur le fait qu'il doit y avoir consensus et que ce n'est pas une question politique. La lutte contre les violences faites aux femmes est une question politique et je peux vous garantir que lundi et mardi, il y aura une bataille politique dans l'Assemblée nationale et nous la mènerons. Voilà. Je rajoute un petit mot. Bah, vas-y. Une petite touche. On reviendra après sur tout ce qu'on a déposé, nous. Oui, Clémentine a tout dit du déroulé, notamment de la matinée. C'est clair que d'habitude, en commission des lois, le ministre répond, quoi. Mais là, on voit bien, et ça fait la jonction avec le débat d'avant, que l'accélération devient la précipitation, et c'est vas-y par là que je te pousse, parce que tu comprends, ce soir, on va finir tard, donc bon, il faudrait peut-être qu'on avance. Hein, parce que la présidente de la commission des lois commence par dire qu'il faut qu'on parle assez peu, qu'on soit... Voilà, et la ministre prend 25 minutes. Voilà. Ça commence comme ça, et après vous explique que, allez, il faut se dépêcher, il faut traiter les amendements. Non, c'est pas très sérieux et pas très respectueux du travail parlementaire non plus. Déjà pas des associations, mais pas non plus, beaucoup plus du travail parlementaire. Et c'est vrai que pour un domaine qui est celui de la prise en compte des plaintes, il y a des propositions qui sont intéressantes à faire. Nous, on proposait qu'il y ait une brigade particulière qui soit créée au sein de la police nationale sur ces questions-là. Parce que comme c'est quand même un phénomène d'ampleur, on peut imaginer qu'on puisse avoir une brigade spécialisée. Mais pas que une brigade spécialisée. Parce que de toute façon, pour déposer votre plainte, la première personne que vous rencontrez, ce n'est pas la brigade spécialisée. Quand vous êtes au milieu de nulle part, c'est le groupement de gendarmerie du coin ou le commissariat à côté de chez vous, etc. Donc, il faut mettre le paquet sur la formation initiale et continue de la police nationale. Mais alors, on nous dit, Madame Schiappa nous dit ce matin que oui, tout ça est vu avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, etc. Comment ça se fait qu'on n'en voit aucune trace nulle part au ministère de l'Intérieur, par exemple ? Aucune trace nulle part, aucune augmentation de la formation initiale, que ce soit en nombre d'heures, que ce soit en module, que ce soit en moyens. C'est où, c'est quoi, c'est quand il y aura un projet de loi de finances rectificative, on va nous annoncer quelque chose, comment ça va se passer? Et y compris aussi sur la culture au sein du ministère de l'Intérieur, mais aussi du ministère de la Justice, il y a peut-être des choses à faire en termes là, de formation continue, parce que souvent, on a une difficulté, c'est que la loi permet déjà d'être sévère et d'être dure dans bien des cas. Et que pourtant, ce n'est pas ce qui arrive à la fin. Ce n'est pas ce qui arrive à la fin. Donc, il y a peut-être aussi des discussions à avoir au sein de ces institutions, entre professionnels, pour avoir un autre regard sur les violences sexuelles et sexistes. Je rajoute juste un dernier mot, c'est qu'il faut faire très attention à la communication, en règle générale, de ce gouvernement et des députés En Marche, parce qu'ils ont une forme de, je ne sais pas comment dire, comment on peut dire ça, on va dire modestement, de toupet quand même, qui consiste à raconter autre chose que ce qu'il y a dans le texte. Donc en particulier là, ils vont vous expliquer que dans le texte, des mesures sont prises pour protéger les mineurs, suite au cas, vous vous souvenez de cette jeune fillette de 11 ans qui a été violée et où la justice a dit circuler, il n'y a rien à voir. En réalité, dans le texte, il n'y a rien. Donc moi, on a l'expérience de la loi Asile-Immigration, où quand même, on a entendu n'importe quoi sur le contenu du texte, jusqu'au ministre Collomb qui ose citer Jean Jaurès pour expliquer que son texte est un texte d'humanité, alors que le texte n'était qu'un texte de fermeté. Donc je vous invite à avoir la même précision d'écoute
comparativement à ce qu'on nous raconte et ce qu'il y a véritablement dans le texte. Donc sur les mineurs, par exemple, nous avons proposé qu'il y ait une sorte d'inversion de la charge de la preuve pour les moins de 13 ans, de telle sorte qu'un magistrat, il ait une présomption de non-consentement quand il y a un viol sur un mineur qui est un mineur tout petit, un enfant. Voilà. Et c'est aujourd'hui refusé. Alors, et vous allez voir que dans les argumentations, c'est pas clair, puisque ce matin, la ministre a mélangé le fait que constitutionnellement, il y a un problème avec le terme d'irréfragable, on est bien d'accord, mais il n'y a pas d'inconstitutionnalité à dire qu'il y aurait une présomption de non-consentement. Ça peut rentrer dans les clous. Sans compter, bien entendu, qu'on peut changer la Constitution, c'est toujours possible. Et d'ailleurs, le gouvernement s'apprête à le faire quand il s'agit de sujets qui lui tiennent à cœur. Donc, je vous invite vraiment à regarder les choses précisément et ne pas s'en tenir à la langue de bois de la ministre, qui est très aiguisée, mais qui ne correspond pas toujours au contenu des textes. Est-ce que vous avez des questions? Nous avons été particulièrement clairs. Au final, avec ou sans les amendements, vous voterez ce texte? Non. Je pense que nous nous abstiendrons sur ce texte. On va voir les évolutions, mais si vous voulez, il faut vraiment mesurer le fait que, d'abord, il y a des articles que nous allons voter et des articles que nous n'allons pas voter. Donc ça va être compliqué au total. Et en plus, le fait qu'il n'y ait pas de loi cadre, pour nous, c'est rédhibitoire. Il faut vraiment que vous mesuriez. Je veux dire, annoncer qu'on prend des mesures qui permettent d'accompagner le mouvement MeToo, qui a été une déferlante incroyable, et se retrouver avec un texte si petit, si mal fagoté, et qui ne donne aucun moyen pour l'application concrète du droit, qui est déjà assez sévère en matière de violences sexistes et sexuelles. On peut améliorer, encore une fois, le délai de prescription, ceci, cela, mais pour le reste, non, le compte n'y est évidemment pas. Nous voterons ce que nous estimons juste comme article, nous voterons contre les articles qui ne nous conviennent pas, nous abstiendrons sur certains qui sont bons, et au total, je ne peux pas donner, il faut voir l'ensemble du débat, ça va durer 2 jours et l'état du texte au bout du bout, mais vu ce que j'ai entendu ce matin, le plus probable en effet est une abstention.